cher Eric, ça me fait très plaisir de répondre à l'invitation de la Banque des Territoires. Je saluerai aussi Olivier Sichel qui doit être pas très loin de nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler de mobilité de territoire, de mobilité décarbonée. Vous dire bien sûr que pour le groupe SNCF, la notion de territoire est au cœur de notre ADN, puisqu'on a parfaitement conscience que nous desservons les territoires, à la fois à l'intérieur des territoires, et on les relie entre eux. D'ailleurs, on pourrait presque s'appeler, si ce n'était pas un peu trop long, Société nationale des chemins de fer français et des territoires. Voilà, pour vous dire à quel point on a parfaitement conscience que nous sommes un acteur important, un enabler, comme on dit en anglais, un facilitateur de la vie dans les territoires. J'aime bien aussi notre concept qui est la responsabilité territoriale des entreprises, la RTE. Alors, il n'y a aucune comparaison avec le réseau de transport d'électricité, mais je trouve qu'on parle de RSE, responsabilité sociale, sociétale. Il y a aussi une responsabilité territoriale, parce que quand on est dans un territoire, on a un impact sur le territoire, dans la prise de conscience de cet impact et la manière de l'optimiser, de le positiver, me paraît quelque chose qui est important. Toujours dans les mots, je trouve que les mots ont leur importance. Ce n'est pas tellement de s'implanter qui est important, c'est de s'enraciner dans un territoire. Je trouve que l'allégorie végétale est intéressante parce que on s'enracine, c'est-à-dire qu'on se nourrit des nutriments du sol et du territoire dans lequel on est, les forces vives, les salariés qui habitent dans ces territoires, les clients, les partenaires, mais on doit rendre au territoire. Et comme un arbre, on peut rendre de l'ombre, de la protection, on peut rendre des fruits, donc une forme d'alimentation et de plaisir. On peut rendre de l'humus, c'est-à-dire une fertilisation économique. Et je pense que, en tout cas pour la SNCF, on a plus envie de ressembler à un arbre qu'une plante en pot. Donc on va filer cette métaphore végétale. Il y a aussi la notion de rhizome, cette espèce de réseau souterrain qui relie les arbres entre eux. Je pense que c'est ça la notion d'enracinement. Et j'aime bien cette idée que la SNCF s'enracine, d'autant plus que c'est vrai. Au point de vue physique, la SNCF, si vous aviez une carte, c'est 28 000 km de lignes qui sont physiquement posées sur le territoire. Elles sont quelque part, ces lignes. Voilà, vous avez des cartes qui vous le montrent. Si vous enleviez le liseré de la frontière française, vous verriez la France. Ça, c'est les 1600 chantiers que nous faisons en France. Vous voyez bien qu'on est partout et qu'en fait, les chantiers ferroviaires, les réseaux ferroviaires dessinent la France. Donc c'est 28 000 km de ligne, c'est 3 000 gares, de la toute petite à la très grande, bien évidemment. On voit très bien que la SNCF, le ferroviaire, supporte les territoires en France. Des autres chiffres intéressants, on a 70% des Français qui habitent à moins de 5 km d'une gare et 90% à moins de 10 km d'une gare. Donc on voit bien cette imprégnation territoriale très forte de la SNCF. Deuxième idée, c'est que en pragmatisme aussi, les régions, les conseils régionaux, les régions sont devenus des partenaires incontournables de la mobilité. Ce sont des entités puissantes en matière de mobilité. D'abord, elles sont nos clients dans le monde TER ou transilien, donc respect pour nos clients bien évidemment. Et deuxièmement, elles sont des partenaires, des cofinanceurs, des visionnaires. Et elles interviennent de plus en plus dans cette configuration ferroviaire que nous avons vue. Les régions, donc les territoires, sont de plus en plus des acteurs et des donneurs d'ordre. Donc on n'est plus dans une France complètement centralisée où tout se déciderait depuis Paris. On est bien dans une France ferroviaire où les choses sont discutées, partagées, et tant mieux, et décidées avec les partenaires locaux et territoriaux. Le ferroviaire, je l'ai dit, c'est un intégrateur formidable qui relie tous les territoires, qui passe par les grandes villes, par les petites. À ce propos, d'ailleurs, on parle beaucoup du TGV, et c'est vrai que le TGV, quand il est arrivé dans une ville, il a changé la ville. C'est un créateur de PIB, le TGV. Quand le TGV arrive à Lille, il sauve Lille. Lille était un peu en déshérence, coincée entre Bruxelles, Londres et Paris. C'est devenu un atout. Et Lille a été au barycentre de ces trois grandes capitales européennes, et grâce à la grande vitesse, a connu un essor formidable. La même chose avec Bordeaux. On a parlé des logements et du prix de l'immobilier. Il y a eu un petit impact de l'arrivée du TGV sur le prix des logements à Bordeaux. Ça avait été le cas à Marseille avant, mais au-delà du prix du logement, ça veut dire l'attraction, l'attractivité des entreprises qui s'installent, des entreprises qui se développent. Avec le télétravail, d'ailleurs, on voit aussi des modes de vie où les Parisiens quittent Paris pour venir s'installer dans les métropoles françaises et prennent le train entre les deux. Donc on voit cet impact très puissant, ce moteur très puissant de la grande vitesse pour le développement économique. Et d'ailleurs, on voit qu'en France, il y a ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Et je pense aux Auvergnats, je pense aux Limousins. Je peux vous dire qu'il y en a peut-être quelques-uns
parmi vous qui sont très déçus de ne pas avoir le TGV. C'est vraiment un instrument très puissant de développement économique. Mais on pense aussi qu'à la SNCF, les stratégies sont différenciées, elles sont possibles. Il n'y a pas que le TGV dans la vie, on peut aussi faire des choses avec d'autres offres ferroviaires. Et l'idée qui est derrière, qu'on a d'ailleurs, et c'est le lien avec les tables rondes précédentes, la mobilité ferroviaire décarbonée, c'est une facilité pour. C'est une facilité pour aller de son logement au travail, c'est une facilité pour le loisir, c'est une facilité pour aller à l'hôpital régional, c'est une facilité pour les loisirs. Donc au fond, sans la mobilité, rien n'est possible. Et cette mobilité doit être portée de plus en plus vers le ferroviaire, puisque, j'aurais pu commencer par ça, une petite promotion écologique du train. Le train pollue beaucoup moins que la voiture, on dit 40 fois moins à peu près, c'est pas négligeable, et beaucoup moins que l'avion. Voilà, je ne le dirai pas pour ne pas embarrasser mes collègues de l'aérien, mais il y a bien évidemment un coefficient de réduction très important des émissions de gaz à effet de serre quand on prend le train électrique, bien sûr, avec la chance que nous avons en France d'avoir une électricité décarbonée, parce qu'elle est nucléaire ou parce qu'elle est produite par des énergies renouvelables. Vous dire aussi qu'on a devant nous des projets formidables et quelques principes d'action. Les principes d'action, moi j'aime bien avoir des principes. Je trouve que les principes, c'est ce qui structure l'action, ce qui fait qu'on ne se disperse pas, qu'on construit dans la durée. Il y en a deux en ce qui concerne la relation entre la SNCF et les territoires. D'abord, c'est la considération. Considération, ça veut dire porter attention à. C'est capter les éléments distinctifs d'un territoire, ce qui le caractérise, son histoire, sa géographie, ses enjeux économiques, son positionnement, ses flux, son climat. Tout ça, c'est important. Et ça a des conséquences sur l'offre ferroviaire qu'on va trouver. Longue distance, courte distance, marchandises. Le deuxième mot que j'aime bien, c'est la coopération. J'en ai déjà parlé. Il faut de la considération, il faut de la coopération, il faut de la co-construction. Voilà, c'est fini l'époque où tout se décidait en centrale. Il faut vraiment partager la décision avec les territoires pour trouver la meilleure des solutions possibles pour eux, tout en gardant l'idée de ce réseau ferroviaire global, national, voire européen. On voit bien qu'il y a ces deux bouts, il y a ces deux bouts de cette vision, très locale d'un côté, mais intégrée au niveau national et au niveau européen. Des projets, on est dans une période de projets très importants. Pour moi, le plus emblématique qui concrétise ces principes que j'ai évoqués, c'est-à-dire de considération et de coopération, c'est un projet qui a été lancé par le président de la République, donc on est vraiment en plein dans l'action publique. Ce sont ces formidables projets de services express régionaux métropolitains. Il y en a 24 en France, des très grosses métropoles, les Lille, les Lyon, les Strasbourg, les Bordeaux, des métropoles moyennes, les Angers, les Tours et d'autres, et aussi du transfrontalier. Nous l'oublions pas, je pense par exemple à Annemasse Genève, que je connais bien, qu'on appelle le Léman Express, puisqu'on a beaucoup de nos compatriotes français qui, tous les jours, prennent le train pour aller travailler en Suisse, au Luxembourg ou en Belgique. Donc ça, c'est vraiment formidable, parce que c'est la réponse à dire une des raisons des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de prendre aujourd'hui le train. Ils habitent à 20 km, 30 km des centres-villes. Il n'y a pas d'offre ferroviaire valable. Ils ont qu'un seul mode possible, la voiture. Ils sont souvent tout seuls dans la voiture, ce qu'on appelle l'autosolisme, seul dans sa voiture. Donc c'est de la congestion routière, c'est des budgets importants de carburant, d'achat de voitures, de seconde voiture, troisième voiture, des sujets de stationnement. Donc on voit que la seule réponse possible, c'est de faire un peu ce qui s'est fait en région parisienne, c'est vraiment des dessertes fréquentes, régulières, confortables, sûres, pour faire en sorte que les gens puissent glisser de la voiture vers le train. On salue mon ami Philippe aussi qui nous rejoint. Les grandes entreprises publiques sont au rendez-vous et se passent le relais. Voilà, comme toujours. L'autre grand projet, et moi j'y tiens aussi, ce sont les lignes à grande vitesse. Donc vous savez que le Premier ministre Castex a relancé les grands projets dans le sud de la France. Bordeaux-Toulouse avec l'antenne vers l'Espagne via le Pays Basque. La ligne nouvelle Marseille-Côte d'Azur, puisque dans la Côte d'Azur, vous avez l'Estérel d'un côté, la mer de l'autre, l'autoroute ne peut pas s'agrandir. La seule manière d'accroître la mobilité sur la Côte d'Azur, c'est le ferroviaire. Voilà. Mais le ferroviaire, le réseau actuel ne le permet pas. Il faut mettre de l'argent pour développer les capacités ferroviaires. On a Marseille-Montpellier, Roissy-Picardie. On a en portefeuille, et qui commence d'ailleurs à émerger, des projets pour compléter le réseau à grande vitesse français. Je n'oublie pas le fret non plus, je l'ai évoqué, notamment le tunnel sous les Alpes et les accès du tunnel en évitant Lyon. Je pense aussi aux territoires plus diffus, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, on a des élus aussi qui viennent de territoires moins denses. Le rôle de la SNCF, c'est d'innover dans des matériels ferroviaires nouveaux, beaucoup moins lourds, plus légers dans tous les sens du terme, en poids mais aussi en argent, qui coûtent moins cher, qui ont été d'ailleurs étudiés pour coûter moins cher. On en a 3. Il y en a un qui s'appelle le TELI, le train léger,
qu'on construit du côté de Limoges. On en a un autre qui s'appelle le Drézy qu'on va construire avec l'entreprise L'Or près de Strasbourg. Et on en a un troisième dont je suis très fier. C'est un engin hybride qui est moitié voiture et moitié train. On l'appelle Flexi et ça sera l'engin idéal pour aller dans des hameaux, des villages où il n'y a pas de voie ferrée. Là, on est une voiture, on va chercher des gens et quand on se connecte sur un passage à niveau, on devient un train. Voilà, une espèce d'engin mixte, à la fois routier et à la fois ferroviaire, qui permettra d'irriguer complètement l'ensemble des territoires. En conclusion, vous avez bien compris que pour nous, la notion d'utilité publique est très importante et je trouve que l'aune des territoires est la bonne pour mesurer notre impact sur les territoires. On revient à ce concept que je trouve intéressant, responsabilité territoriale de la SNCF. La question est, servons-nous bien les territoires? Est-ce que nous apportons les bonnes solutions à ces territoires en discutant avec les territoires? Je crois que c'est ça qui doit nous guider. La notion de dernier kilomètre est importante, bien sûr, puisque pour prendre le train, il faut aller à la gare et donc il faut aussi s'intéresser à ce dernier maillon qui parfois le point faible du train, c'est comment je fais ce dernier parcours entre chez moi ou mon bureau et la gare. Il faut parler argent quand même, hein, on est dans l'environnement de la Caisse des dépôts, donc tout ça suppose des financements, bien évidemment. Il faut de l'argent, c'est comme pour le logement, c'est pareil. On peut faire des belles choses dans le ferroviaire, mais il faut de l'argent. D'autant plus qu'on part un peu en retard. On a une legacy, comme on dit. Là encore, on a un héritage un peu compliqué. On a mis beaucoup d'argent dans le réseau à grande vitesse français. Ça, c'est une bonne chose. On n'en a pas mis assez pendant ce temps-là sur le réseau classique. Donc, on a un réseau classique qui n'est pas en très bon état. Donc, il faut rattraper et mettre de l'investissement là-dessus. On s'y emploie. La SNCF, d'ailleurs, montre l'exemple. Cette année, par exemple, comme le groupe se porte bien, et tant mieux, je vais remonter 1,7 milliard d'euros à l'État qui va prendre cet argent et le mettre dans la régénération du réseau. Voilà, donc on voit bien qu'on amorce la pompe en quelque sorte, hein, on donne l'exemple, et avec les produits de l'ensemble de nos activités commerciales, avec cet argent gagné, on va le réinvestir massivement dans le ferroviaire. On le fait pour le réseau, on le fait aussi pour les TGV. On va commander Alstom, groupe français, ça tombe bien, plus de 3,5 milliards, presque 4,5 milliards d'euros de matériel neuf, une centaine de rames TGV. On va construire des ateliers. Et d'ailleurs, au passage, je le dis, en termes d'achat externe, le groupe SNCF, c'est 15 milliards d'euros par an d'achat externe qui ruissellent dans l'économie et qui ruissellent dans les territoires. Pour terminer, peut-être la notion de temps long. On l'a entendu aussi dans la discussion, la table ronde sur le logement. Je pense que c'est d'ailleurs une caractéristique de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, cette capacité à organiser le temps long. Le ferroviaire, c'est la même chose. Le ferroviaire, il faut penser le temps long. C'est parfois une difficulté avec la sphère politique, où le temps n'est pas si long. Le temps des élections est un temps plutôt court. Et on est toujours en élection d'ailleurs en France. Monsieur le ministre, bonjour. Je parlais un peu de la chose publique et des différences de calendrier entre le temps politique qui est assez court et le temps du ferroviaire qui est plutôt du temps long. Voilà, il faut arriver à marier les deux. Donc des outils d'ailleurs de planification, de programmation sont intéressants. Et la sécurisation des financements dans la durée est aussi quelque chose de très important pour éviter des stop and go permanent dans les investissements et dans les travaux. Je conclurai justement par ce terme d'investissement. Les deux principes d'action, considération et coopération, tout ça effectivement pour organiser une mobilité territoriale plus verte, plus durable et plus proche des gens, parce que je pense que la notion de territoire, elle porte aussi cette notion de proximité que les gens attendent, des solutions proches d'eux auxquelles ils peuvent participer pour être sûr qu'elles correspondent à leurs besoins. Merci beaucoup de votre attention. Merci Jean-Pierre Farandou, merci beaucoup. Pour poser le contexte sur ce sujet de mobilité décarbonée, et tout de suite pour en discuter plus longuement, j'invite sur scène le président de Impulsion et celui de Atlante France. Merci d'accueillir Thierry Rével et Jacques Galvani. Bonjour. Prenez place, vous avez les micros ici. Donc très rapidement, en tout cas ravi de vous avoir. Donc vous avez pu entendre Jean-Pierre justement sur le sujet de mobilité décarbonée. Nous allons continuer cette discussion avec vous parce que bon, très rapidement donc. Thierry, donc avec Impulsion, donc vous représentez un peu la filière hydrogène et Jacques, vous la mobilité électrique, donc deux acteurs quand même de mobilité durable, si je puis dire, des mobilités en tout cas qui se développent de plus en plus, on le voit pour décarboner un secteur qui est encore assez fort émetteur. Donc peut-être, je commence avec vous Thierry, quand on parle de l'impact de la mobilité, de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on ?
D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici. J'ai plusieurs casquettes, donc je parle au nom d'Impulsion et je sais qu'il y a de nombreux représentants des actionnaires d'Impulsion qui sont ici présents et je les salue. Donc, Impulsion, c'est quoi? C'est une société d'économie mixte dont la Banque des Territoires est actionnaire, avec deux industriels, Engie, Michelin, ainsi que le Crédit Agricole, qui conçoit, réalise, exploite un réseau de stations hydrogène. J'en suis le président depuis 6 ans. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce retour d'expérience de ces 6 années. Et vous avez évoqué la mobilité décarbonée. Vous avez raison. Pour réussir le pari de limiter les impacts sur les gaz à effet de serre, est-ce que ça vaut le coup de travailler sur la mobilité? Oui, puisque 30% des impacts de gaz à effet de serre vient de la mobilité. Mais ce que j'aime rappeler également, c'est que la mobilité a également des impacts sur la qualité de l'air. Elle produit à peu près 60% des NOx sur la qualité de l'air et un petit 20% des toutes petites particules à 2,5 qui sont particulièrement nocives. Je le rappelle, il y a 48 000 morts par an, c'est un rapport du Sénat, lié aux enjeux de la qualité de l'air. Et donc, j'aime à associer cette notion de mobilité décarbonée à la qualité de l'air, tout simplement parce que je souhaite m'affranchir du vieux débat « à quoi bon travailler sur la mobilité décarbonée lorsque d'autres pays au loin font un peu n'importe quoi ?» Et j'aime à parler de la qualité de l'air, parce que la qualité de l'air, chaque élu, chaque territoire, chaque partie comprenante réalise que si elle-même ne fait pas quelque chose sur la qualité de l'air, alors personne d'autre le fera. Et dans un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a des vallées, tout le monde connaît ces vallées alpines avec ce nuage de pollution, dans la Maurienne, dans la Tarentaise, dans l'Arve, mais également à la confluence sur la métropole de Lyon ou dans la cuvette de Clermont-Ferrand, il y a un véritable enjeu à travailler sur la mobilité décarbonée pour améliorer la qualité de l'air. Nous allons creuser le sujet un peu plus dans un instant. Jacques, vous, c'est plutôt la mobilité électrique. Quelle est votre vision sur la question? Écoutez, tout à fait. De la même manière, j'ai également plusieurs casquettes, à la fois élu local et dirigeant d'entreprise. Là, je vais plutôt m'exprimer effectivement comme directeur général de la société Atlante, France. Atlante est une société qui opère dans 4 pays, Europe du Sud, France, Espagne, Portugal et Italie. Notre siège est à Milan et nous sommes depuis à peu près 3 ans, nous créons un réseau d'infrastructures de recharge. C'est-à-dire donc des stations, un peu comme les nouvelles stations finalement de carburant, sauf que c'est du carburant électrique. Et cette infrastructure est assez critique si on veut faire le basculement de la mobilité carbonée à la mobilité décarbonée. C'est un des éléments bloquants puisque on sait, quand on fait des enquêtes d'opinion, que les conducteurs en fait redoutent de ne pas pouvoir se charger, redoutent de ne pas avoir l'autonomie, et donc le fait d'avoir un réseau, des réseaux dans l'espace public qui permettent de recharger son véhicule donc en quelques dizaines de minutes, c'est un des éléments clés. Donc je vais tout à fait souscrire à ce que tu viens de dire. Effectivement, la mobilité, c'est 30% des émissions, et à l'intérieur de ce chiffre, 70% de ces 30%, c'est les transports terrestres. Donc c'est ce qu'a dit le président Farandou, c'est clé, mais effectivement, le gros effort à faire, c'est au niveau de la voiture, de la route. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vu que ce sujet, qui semble au départ quand même assez technique, parce qu'on peut se dire, bon voilà, passer de la voiture thermique à la voiture électrique, installer des bornes de recharge sur le territoire, c'est un sujet finalement qui a l'air en première apparence assez technique. Or, ce qu'on voit, c'est que c'est devenu un des thèmes clés de la campagne des européennes. Donc, j'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça, mais finalement, au fond, c'est assez logique parce qu'on touche à des choses qui sont des questions autour du déplacement, de la liberté de se déplacer, ou la perception de la liberté de se déplacer. Des sujets aussi qui ont à voir à un poste économique important pour les ménages. Et puis un imaginaire. L'automobile, c'est pas seulement un outil pour la mobilité, c'est un imaginaire. Et donc c'est vrai que les politiques, d'abord c'est un sujet qui est politique, et les réponses qui lui sont apportées doivent intégrer cet élément d'émotionnel et d'imaginaire.
Donc concrètement, il y a plusieurs choses. Il y a des efforts financiers importants à faire pour développer ces réseaux. Bon, la Banque des Territoires joue un rôle important là-dedans, hein, et est un des financiers en France, en tout cas un des soutiens importants. Mais au-delà de ça, il est important, on l'a vu hein, dans les dernières semaines, qu'il y ait un engagement fort des élus pour pousser de façon générale cette transformation, et au niveau local de s'assurer qu'il n'y a pas de distorsion. Je pense qu'on y reviendra. Ce qui me semble vraiment clé, c'est qu'il y a un moment critique actuellement. On est en train de vivre cette révolution. Souvent, j'insiste, les gens me disent « Ah, l'électrification, c'est le futur, etc. » Non, c'est maintenant que ça se passe. Il y a des enjeux industriels considérables. C'est la transformation du secteur énergétique, la transformation du secteur automobile. C'est le premier secteur industriel mondial. Et on voit bien qu'il y a des jeux qui sont aussi des jeux géostratégiques importants entre ce qui est en train de se passer au niveau de la Chine, des États-Unis. Et nous, les Européens, on ne doit pas, Atlante est une société vraiment européenne, on ne doit pas perdre de vue ces enjeux fondamentaux. Et donc, il faut pousser pour cette transformation. Donc, que ce soit l'hydrogène ou l'électrique, j'ai envie de dire, c'est complémentaire parce que vous faites face aux mêmes défis. Peut-être, de votre perspective, quels sont les défis dans votre secteur ? Alors vous avez raison de souligner que c'est complémentaire, tout simplement parce qu'on ne répond pas exactement au même usage. La mobilité hydrogène, c'est d'ailleurs pour ça que nos amis canadiens adorent ça, c'est particulièrement adapté dans les endroits qui sont froids, puisqu'on sait bien que les batteries électriques peuvent se vider plus rapidement. Tous les maires de montagne n'ont qu'une seule angoisse, c'est au moment des sports d'hiver de passer de puissance sur la batterie électrique. Et puis également, c'est adapté lorsqu'on roule beaucoup, donc plutôt sur les axes routiers, quand l'usage électrique, lui, est bien plus intéressant dans l'hyperurbain. Les défis, ils sont finalement très simples, très pratiques. D'abord, le foncier. Il faut donc trouver aujourd'hui un foncier pour installer des stations de recharge à hydrogène vert le long des corridors et dans les fonds de vallée. Dans les fonds de vallée où ça ne vous a pas échappé que le foncier est particulièrement limité. Et puis, il y a eu un certain nombre de défis technologiques. Moi, depuis 6 ans, j'ai vécu l'ascenseur émotionnel de l'hydrogène qui était quelque chose de frémissant, puis après une bulle absolument magique. Et collectivement, avec l'ensemble des actionnaires d'Impulsion, et je remercie encore la Banque des Territoires pour sa bienveillance, tout comme son exigence sur ce dossier, on a réussi à éviter les 10 premiers platanes à éviter lorsqu'on met en place ce type d'infrastructure. Et il a fallu tout inventer. J'ai envie de prendre quelques exemples pour rendre les choses particulièrement concrètes. Compter l'hydrogène que l'on met dans un véhicule. Ceci, ce n'était pas du tout gagné. Avoir la métrologie pour savoir comment facturer directement l'hydrogène. Deuxième sujet, en termes de permis administratifs, construire une station hydrogène, on avait à peu près les mêmes contraintes que sur une raffinerie pétrolière, en fait. Et donc, il a fallu adapter, expliquer, évangéliser pour expliquer pourquoi ce n'était pas exactement le même schéma. Et puis, il a fallu se dire que les véhicules hydrogène qu'on nous promettait très rapidement ont mis un peu plus de temps à venir. On souhaitait construire une filière française, européenne. Certes, les Japonais et les Coréens avaient une sacrée avance, mais aujourd'hui, ils sont là. Mais je suis très content maintenant qu'une société comme Stellantis soit capable de fournir des véhicules hydrogène en série à des prix qui sont maintenant adaptés. Donc, le défi de l'usage est en train d'être relevé. Ça, c'est quelque chose de très chouette. Et également la production d'hydrogène. Et là, il y a un élément qui est absolument clé. Pendant longtemps, on a cru que ce serait même drôlement bien d'avoir un tout petit électrolyseur à côté de la petite station pour pouvoir fournir de l'hydrogène. On s'est rendu compte que c'est économiquement non viable, donc il fallait massifier les usages, une usine de production, et donc pour massifier les usages, pas uniquement regarder dans le champ de la mobilité, mais également dans le champ de l'industrie. Un électrolyseur pouvant produire de l'hydrogène pour de l'industrie et également pour de la mobilité, transporter l'hydrogène avec des tubes trailers. Bref, là, je vous scande un certain nombre de défis technologiques. Il y a de l'évolution et il y a encore des choses à faire. Ouais. Il y a encore des choses à faire, mais aujourd'hui, il y a 6 stations qui fonctionnent. Moutier, Chambéry, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand. Et d'ici à la fin de l'année, nous aurons 13 maillages de stations qui fonctionnent pour des poids lourds et des véhicules légers.
Et vous, c'est les défis technologiques, la recharge, il y en a... Alors, on a, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, c'est un secteur assez complexe puisqu'on est au carrefour entre donc, les sujets énergétiques, les sujets de mobilité et les sujets, je veux dire, de immobilier ou d'aménagement. Mais en fait, les principaux défis qu'on a ne sont pas directement liés à la partie technique. Moi, je vois 3 typologies de défis importants qu'on a actuellement. Le premier, c'est la question globale du financement de cette transition, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que là, il y a des réponses parce que pour l'instant, on a des investisseurs, l'investissement privé suit, l'investissement public ou semi-public également, géré est là, donc il n'y a pas de problématique clé, mais à terme, on sait que l'effort global à faire, il est considérable. Une station de charge, ce n'est pas une installation extrêmement coûteuse en termes d'infrastructure, c'est quelques centaines, enfin, si vous voulez avoir une idée, installer une borne de charge avec 2 connecteurs, c'est à peu près donc 100 000 €, tout compris, hein, le coût de la borne, les travaux, la partie VRD, la connexion réseau, à peu près 100 000 € pour une borne avec 2 points de charge. Voilà. Donc une station moyenne va coûter 400 000 €, etc. Les très grosses sur autoroute, quelques millions d'euros. Voilà. Donc individuellement, on ne parle pas d'efforts énormes, mais il faut en se construire des centaines, des milliers. Donc vous voyez qu'on va sur des chiffres qui sont de l'ordre de plusieurs milliards d'euros pour équiper la France. Donc la soutenabilité dans le temps. C'est lié pour moi au deuxième défi qui est la visibilité. En fait, on investit pour 20 ans au minimum. On signe des contrats de bail, civils ou commerciaux, sur au minimum 10 ans. Et donc, les opérateurs de mobilité électrique, ils ont vraiment besoin d'avoir une stabilité réglementaire. Excusez-moi, je ne dis pas des choses nouvelles dans ce pays, mais on a besoin de visibilité, de stabilité des objectifs politiques. Donc, la transition à 2035, il faut la garder. Ce n'est pas uniquement, et d'ailleurs c'est valable également pour les industriels et les fabricants automobiles. Hein, ça a été dit très bien par Carlos Tavares, qui n'est pas un fanatique de la voiture électrique, mais il a dit, s'il vous plaît, ne changez pas les règles du jeu. On a besoin de cette visibilité car les investissements, on modifie une des plus grosses industries mondiales, il faut de la stabilité, au niveau européen, au niveau français. Et le dernier élément, pour moi, c'est la cohérence territoriale, le défi de la cohérence territoriale. Actuellement, il n'y a pas vraiment de planification territoriale des investissements. Il faut, nous, en tant qu'opérateurs, on construit, là, en ce moment, on a installé en moins d'1 an une 60aine de stations, dans 25 en construction, on va en faire une bonne centaine d'ici la fin de l'année. Mais je n'ai pas idée de ce que font mes concurrents. Donc, il se peut qu'il y ait dans certains endroits, il y a un suréquipement, c'est un secteur très concurrentiel. Et donc, il serait intéressant, et peut-être que là, pour le coup, la Banque des Territoires a un rôle à jouer, que l'information soit partagée et qu'on puisse éviter des zones de suréquipement ou des zones de sous-équipement. Voilà. Donc, la cohérence, la mise en place d'une cohérence territoriale pour que tous les Français, et les Européens également, puissent avoir des bornes au bon endroit. Équiper les corridors définis par l'Union européenne, c'est super. Nous, on est dans le programme CHEF qui vise à cela, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi équiper dans les territoires, pas seulement le long des corridors, parce qu'il faut que ça devienne une possibilité de proximité. Je termine là-dessus. On n'est plus dans l'époque où ce sont des geeks fanatiques de Tesla qui passent à la voiture électrique. Maintenant, tous les types de populations, c'est par exemple les personnes âgées qui vivent en milieu rural, pour elles, l'électrique, c'est beaucoup mieux, c'est plus facile. Elles peuvent recharger leur voiture au domicile, elles n'ont pas besoin de faire des longs trajets. Donc il faut sauter de la tête l'idée que c'est forcément les jeunes qui utilisent la voiture électrique. Tous les types de populations sont en train d'y passer, et donc il faut que l'intégralité du dispositif autour des véhicules électriques soit simple. Ça reste des voitures, mais la peur, elle est dans les têtes et il faut aider à accompagner. Alors, c'est un sujet passionnant. J'ai quand même une dernière question pour tous les deux. Donc, on a pas mal d'élus dans l'audience aujourd'hui. Peut-être c'est une belle plateforme pour leur parler. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer sur ce sujet? Parce que quelle est l'importance et la place de l'élu sur ces sujets de l'électrique, de l'hydrogène, de mobilité décarbonée, tout simplement? Très rapidement, tous les deux. Alors moi, si j'avais trois points que j'aimerais partager avec les élus, le premier, c'est qu'ils ont un rôle clé pour faire basculer vers la mobilité décarbonée, qu'elle soit électrique ou hydrogène. De ne pas surpromettre. Si on surpromet, on va créer de la frustration et de la colère. Aujourd'hui, les taux de disponibilité de nos stations, elles sont à 80%, 85%.
Pour de l'essence, on est à du 98%. Donc, lorsque l'on va s'alimenter sur une station hydrogène, il n'y a pas exactement le même taux de disponibilité. Donc, l'expérience usagée n'est pas la même. Et l'élu doit permettre d'expliquer aux citoyens usagers l'ensemble. Évidemment, l'élu doit permettre de la mise en place grâce au foncier de ces installations, donc de cette promotion. Vous connaissez l'ensemble des dispositifs en termes de champ de contraintes avec les zones à faible émission. Mais si j'ai un dernier message à passer, c'est si vous voulez faire une station hydrogène juste pour une petite inauguration, surtout ne le faites pas, parce que vous allez faire un éléphant blanc. Il faut véritablement raisonner sur un corridor, sur un mariage, sur des usages particulièrement adaptés, et donc réfléchir en termes d'interopérabilité, d'avoir une redondance de stations plus qu'une seule et unique station. Merci Thierry. Très rapidement, Jacques. Oui, alors comme je suis élu moi-même, je ne vais pas faire la leçon à mes collègues, mais je pense que ce qui pourrait être vraiment clé, ça serait que les élus fassent l'effort de rentrer un peu dans le sujet, et d'y rentrer même de manière assez concrète, de tester un véhicule électrique, d'en acheter un, pourquoi pas, de se déplacer, d'équiper la collectivité, parce que ça permet de démystifier les choses, de faire tomber les craintes. Et ensuite, ça permettra de rentrer dans des sujets un petit peu plus peut-être techniques pour aider les choix des concitoyens. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, vous pouvez les applaudir. Merci Thierry, merci Jacques. Je vous laisse regagner vos places. Et maintenant, nous allons ouvrir la dernière séquence de la journée pour parler d'accessibilité aux services publics. Et nous avons le plaisir d'accueillir le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Il est avec nous, Stanislas Guerini.